David et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous êtes Bonjour. philosophe, écrivain, traducteur du sanskrit et vous partagez votre passion pour le tantra au travers de stages, de séminaires, de vidéos et aussi dans de nombreux ouvrages. Alors pour commencer cette conversation, est-ce que vous pourriez, nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé là, en fait? Qu'est-ce qui vous a conduit, à partager, à enseigner cette approche, et si vous pouviez, voilà, nous expliquer voilà, votre parcours de «spirituel» entre guillemets. Eh bien, ça a commencé quand j'étais adolescent. Comme beaucoup, j'ai été angoissé par la mort et et un jour, on m'a fait, découvrir un enseignement de Ramana Maharshi et quand j'ai lu son expérience où il raconte que, après des fêtes de mariage, il était resté allongé, pour faire une sorte de sieste et puis, il s'est demandé: «Mais, qui suis-je? Est-ce que je suis, simplement ce corps?» Et là, il a ressenti directement une énergie, comme un courant, qui a pris possession de lui et qui était plus lui que lui et qu'il décrit comme étant le «je suis», sa vraie nature, son vrai moi, plus moi que moi et à partir de là, sa vie a été complètement transformée. Et en lisant ça, ça a beaucoup résonné avec, mes préoccupations sur la mort, ma place dans le monde, le sens de la vie, tout ça. Et du coup, voilà, je me suis plongé dans le yoga, le zen, le bouddhisme tantrique. Hem, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre différentes traditions et en 1980 10, l'année avant le bac, j'ai découvert un un trésor qui s'appelle en sanskrit le Vijnana Bhairava Tantra. C'est donc un tantra, mais un tantra qui est très spécial. C'est juste une centaine, d'indications sur, comment s'éveiller et on retrouve aussi bien des pratiques, classiques comme la méditation que des indications, dont j'avais jamais entendu parler, comme par exemple, ben, que dans la vie quotidienne, il y a plein d'occasions d'éveil. Même dans les circonstances les plus, banales ou même ridicules. Par exemple, si je suis là en train de parler, que tout à coup, j'éternue et ben, au moment où il y a cette montée d'énergie, venue du plus profond du corps, le flot du mental est tranché et pour autant, je perds pas conscience. Et donc, il y a un moment de pure conscience, de pure présence. Et donc voilà, quand j'ai découvert ça, j'étais très heureux. Et puis ensuite, ben, je faisais beaucoup d'arts martiaux et je me suis mis aussi à étudier les langues orientales. J'ai fait du tibétain, du tamoul, une langue du sud de l'Inde, du sanskrit. J'ai commencé à l'époque le sanskrit. J'allais voir un peu partout dans toutes les traditions, mais toujours en revenant à cette tradition du Vijnana Bhairava Tantra qui se rattache à ce qu'on appelle le shivaïsme du Cachemire, qui est un courant d'interprétation du Tantra. Et puis, j'ai continué à faire des études, j'ai fait de la philo, je suis parti en Inde, j'ai fait un doctorat euh, et j'ai été en Inde à la recherche d'initiation. J'ai étudié avec des maîtres
Et, et à partir de 2005, j'ai commencé à publier et à essayer de partager à partir de 2014-2015. Voilà, du mieux que je peux. Et là vous avez évoqué le mot, le concept ou la pratique, du tantra. Est-ce que vous pourriez peut-être, éclaircir un petit peu, ce que ça veut dire? Parce qu'on peut avoir une idée assez vague et assez caricaturale de ce que ça peut être. Est-ce que vous pourriez éventuellement en tout cas dans la tradition, que vous enseignez, qu'est-ce que c'est que le tantra? Ben, le tantra se décrit lui-même, en fait, comme étant la voie du mantra. Le mantra, ici, ça veut dire non seulement des formules magiques qui permettent de tout faire, mais c'est surtout la formule magique ultime. Je suis. C'est cette formule du retour à soi, au-delà de tout, au-delà de toute identification, au-delà de toute définition. C'est le retour à cette pure vibration d'être. Alors, vibration, ça fait un peu New Age, mais c'est le Mmh, mot qu'ils utilisent. Spanda, c'est la vibration lumineuse, spurata, la pure vibration d'être, la pure sensation d'être, ahambhava, l'émotion, l'émotion d'être, au-delà de toute référence, au-delà de tout point d'appui, au-delà de toute étiquette, au-delà de toute croyance. C'est ça l'intuition fondamentale du Tantra, c'est le but, c'est le moyen, et c'est ça qui va s'exprimer à travers des symboles, des notions, des gestes, des formules, des hymnes, des poèmes, des rituels, des cérémonies, et aussi l'art, le théâtre, la musique, la danse, l'architecture. Et comme ça, il y a tout un mouvement culturel qui va se développer, en gros à partir du 4e, 5e siècle, qui va s'étendre à toute l'Asie, jusqu'en Afghanistan, jusqu'au Japon, jusqu'au fin fond de l'Indonésie, et qui va proposer toute une vision du monde qui se veut intégrale, c'est-à-dire que le tantra, il y a plein de philosophies à l'intérieur. Il y a des mmh, philosophies du soi ou du moi, des philosophies du non-moi, des philosophies du plein, du vide. Mais disons que toutes ces manifestations s'enracinent dans l'intuition ici et maintenant de cette vibration d'être, de cette évidence de la conscience. Parce que du tantra, il y a du tantra hindou, du tantra bouddhiste. mmh. Ils n'ont pas du tout la même philosophie, mais, mais ils se rejoignent pour célébrer la conscience, qui est aussi la vie, le souffle vital, l'énergie, prana, et aussi pour admettre que c'est à travers le corps, le temple du corps, que tout se joue, que tout se joue. C'est là que je vais rencontrer le monde. C'est là que je vais rencontrer les dieux, les déesses. C'est là que je vais apprendre à apprivoiser les énergies. Parce que finalement, percevoir le monde, c'est percevoir mon corps. Et le corps lui-même n'est qu'une cristallisation de la conscience, de ce qu'on appelle la conscience, de cette évidence indéfinissable qu'est la conscience. Euh, qui, si on me demande qu'est-ce que c'est que la conscience, Mmh. c'est la conscience. C'est cette lumière dans laquelle tout existe. Et donc voilà, c'est un chemin qui part d'une intuition et qui s'est manifesté dans toutes les dimensions de la vie et dans plein de cultures différentes
des cultures complètement différentes, comme la culture indienne, la culture japonaise. On ne peut pas imaginer plus différent que les Indiens et les Japonais. Vraiment, ils ont un tempérament complètement différent. Et pourtant, ils ont puisé, ils se sont nourris à ce trésor du Tantra. Et nous, aujourd'hui, dans le monde entier, nous continuons. Vous évoquiez tout à l'heure la pratique de la méditation comme un des outils du, du tantra. Alors, quelle forme de méditation est-ce qu'on retrouve dans cette tradition et plus généralement, est-ce que la pratique la pratique spirituelle est une alors, en fait, là où je veux en venir, c'est que parfois, dans les traditions, entre guillemets, «non duelles», la pratique peut avoir mauvaise presse, en ce qu'elle renforcerait l'idée de la séparation, et cetera. Donc, du coup, est-ce que la pratique a une place, importante dans dans le tantra? Le Tantra considère que la base, c'est l'expérience, c'est la vie. Or, l'expérience, c'est du mouvement. C'est du mouvement. La respiration, les mouvements du regard, les mouvements de la bouche, les mouvements des mains, des bras, des pieds, euh, c'est du mouvement. De même, dans la nature, tout est mouvement. Et donc, le tantra se dit, le mouvement fait partie de la conscience, de la réalité ultime. Si la conscience universelle, ou comme vous voudrez l'appeler, si la conscience universelle est comme un océan, alors toutes les choses sont comme des vagues. Et on voit bien que les vagues ne peuvent pas exister séparément de l'océan, mais que euh, les vagues font partie de l'océan au sens où ces vagues, ces mouvements expriment le mouvement de l'océan. Comme dit Abhinavagupta, un grand maître du Tantra, euh, la conscience est un océan et l'océan, il y a des vagues. Alors des fois, il y a des grosses vagues, des fois, il y a des petites vagues, il y a des vagues subtiles, il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a des tsunamis, il y a des tourbillons, mais il y a toujours du mouvement. Et donc le mouvement, c'est pas un accident, c'est pas quelque chose qui vient s'ajouter à la conscience, c'est la conscience. Et par conséquent, tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on ressent, tout ce qui surgit instant après instant, tout ça, c'est la conscience. C'est la conscience pure. C'est la conscience. C'est pas une illusion qui serait venue pervertir la conscience de l'extérieur. C'est l'expression, c'est la nature de la conscience. C'est la nature de la conscience. C'est cette proposition-là qui va déterminer tout le reste. C'est-à-dire que la méditation, du coup, ça va être une méditation en mouvement. Donc, ça va être des rituels. Alors, les rituels, il faut imaginer ça un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui une TCC, une thérapie comportementale brève. C'est pas forcément très bref, mais en tout cas, c'est comportemental, dans laquelle on va se confronter à ce qui nous dérange, mais dans un cadre comme un laboratoire, comme un cabinet de thérapeute, dans un cadre rassurant. Et donc, on va se confronter à la mort, on va se confronter au sexe, on va se confronter aux émotions, d'attraction, d'aversion, de passion, de haine, de confusion. On va laisser émerger toutes nos émotions les plus profondes
Et ensuite, on va les transmuter avec des gestes sacrés, avec des mudras, des mantras, des visualisations et aussi des pratiques de respiration, des postures, des façons de regarder, des supports, comme par exemple le ciel ou l'océan, ou bien des montagnes, un paysage ouvert, ou bien une cascade, une rivière, le feu, euh, les étoiles, le soleil, la lune. On va, de cette manière, apprivoiser nos peurs face à la mort, liées au sexe, à la reproduction, la question de l'immortalité, toutes ces peurs profondément enracinées en nous, et on va décontracter le corps. Parce que le corps, c'est des énergies Mmh. contractées, c'est la félicité de la conscience, mais contractée, cristallisée, durcie, à force de réaction. Et donc, peu à peu, on va redonner confiance en utilisant tous les outils possibles et imaginables. On va tout utiliser, même les illusions, même les fausses croyances, même l'imagination. On va tout utiliser. Et peu à peu, le corps va se détendre, va s'ouvrir, va entrer en expansion dans l'espace, et l'espace sera ressenti de plus en plus comme euh, une demeure vivante, accueillante, bienveillante. Et on peut aussi faire des méditations avec des postures, un peu comme dans les traditions bouddhistes qui se sont popularisées en Occident, avec des postures, mais même là, euh, le but reste toujours le lâcher-prise. Par exemple, non seulement on ne médite pas en général les yeux fermés, on ne va pas favoriser un retrait, on ne va pas favoriser une coupure, mais en plus, on va ouvrir grand les yeux, comme si on aspirait à se laisser pénétrer par les sensations, par le monde, par le monde. Le monde rentre en moi et, comme par un rebond énergétique euh, magique, la conscience entre en expansion et pénètre le monde. Mmh. Et du coup, il y a une interpénétration, et c'est le sens premier de la métaphore sexuelle. C'est Shiva et Shakti qui s'unissent pour créer un monde nouveau, recréer un champ d'expérience nouveau. Et donc, il y a toutes sortes de pratiques de méditation. De manière générale, pour répondre à la question, le tantra euh, préfère mettre l'accent sur les continuités, la continuité entre la théorie et la pratique, la continuité entre le mouvement physique et le mouvement subtil de la conscience, la continuité entre le bruit et le silence. Euh, toutes les sortes de continuités. Donc, c'est pas la dualité, Mmh. c'est pas non plus l'unité pure, comme une pierre. Le tantra, il est amoureux avant tout des relations. Et relation, ça veut dire à la fois qu'il y a des différences et en même temps, il y a de l'unité. Et c'est comme ça partout. Et le tantra est très intuitif. Donc, il y a de la méditation en mouvement, de la méditation dans le sommeil, de la méditation dans les rêves, de la méditation avec le souffle, de la méditation en train de marcher, de la méditation
en train de parler, de la méditation en entrant en relation avec les autres, de la méditation en retrait, de la méditation sur la mort, de la méditation alchimique, de transmutation du corps, de la méditation sexuelle, bien entendu, toutes sortes de méditations. Et finalement, tout est appelé à être reconnu comme méditation. Quand j'éternue, quand j'oublie quelque chose, et puis quand j'en m'en ressouviens, tout ça, c'est de la méditation. Méditation, intégration du quotidien. Parce que dans le tantra, il y a deux grands moments. Le moment de la reconnaissance de ma conscience, de la conscience au-delà de tout. Et ensuite, il y a l'intégration du quotidien dans cette reconnaissance. Ce que j'ai l'impression d'entendre là, c'est que, en fait, il y a un chemin, donc on est sur, est-ce qu'on est sur une voie, progressive avec, un début et puis, une fin qui serait, un éveil, par exemple? Ou est-ce qu'on est sur, comme dans certaines traditions, ce qu'on appellerait une voie soudaine où, d'abord il faut, avoir un aperçu, de sa entre guillemets, «sa nature», pour ensuite, avoir une intégration. Il y a une voie progressive, mais elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, et le moteur de cette progression, c'est l'intuition profonde que tout est déjà là. Donc il y a une progression, il y a une progression sans fin même, il y a une progression sans fin. Mais ce qui anime cet élan d'expansion infinie, c'est l'intuition, le ressenti que tout est déjà accompli. Et c'est là qu'on trouve la notion que le tantra a vraiment apportée en propre, c'est la notion de dévotion. C'est la notion de dévotion, bhakti Mmh. en sanskrit. C'est vraiment très très important. Le tantra, c'est de la bhakti, c'est c'est de l'amour. C'est de l'amour. On peut appeler ça amour divin ou comme on voudra, mais en tout cas, bhakti, ça veut dire l'élan de participer, l'élan de participer, de s'intégrer à bhakti. Et on peut dire que c'est vraiment l'émotion à la base de tout. Et cette émotion, c'est à la fois un pressentiment euh, déjà complet en lui-même, c'est un pressentiment de plénitude, et en même temps, et en même temps, cette intuition, elle va s'incarner progressivement dans mon corps, dans ma parole, dans ma façon d'entrer en relation, dans ma façon de me nourrir, d'organiser le lieu où j'habite, de mettre en forme ma vie dans l'art, dans le théâtre, dans la musique, dans la danse. Donc c'est à la fois direct et en même temps c'est progressif. Donc on peut dire que le tantra, et ça c'est vraiment dans les textes, hein, c'est pas moi qui dis ça pour avoir l'air gentil, euh, le tantra est vraiment inclusif. Alors peut-être pas au sens woke, mais en tout cas, le tantra est vraiment très, très, très accommodant. Il y a une dureté en même temps, parce que le tantra ne craint pas Mmh. de transgresser les règles, les tabous, les préjugés. Mais en même temps, il y a une immense patience, une grande générosité, une force de vie, une grandeur d'âme
qui peut-être explique que le tantra, justement, se soit adapté et soit inclusif de tant de religions différentes, de philosophies différentes, de cultures, de mentalités complètement différentes. Et je crois que c'est une des explications de la popularité du tantra aujourd'hui. Vous parlez de popularité, c'est intéressant, parce que, enfin, pourquoi s'engager, en fait, sur cette voie-là, plutôt qu'une autre? Alors la question peut paraître naïve parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est l'occasion un peu, enfin, le hasard ou que sais-je, mais quelle est la motivation profonde pour, heu, pour s'engager sur cette voie? Curieusement, le tantra ne parle pas beaucoup de la souffrance, c'est-à-dire des limites de la vie ordinaire, des limites, l'argent, le sexe, le pouvoir, la réussite, la célébrité. Le tantra ne parle pas beaucoup de tout ça, contrairement aux formes de spiritualité indienne classique qui, elles, mettent vraiment l'accent sur le détachement. Et le détachement, ça commence par voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire assez sombre, quoi, hein, tout est souffrance. Le tantra est plus généreux, comme je disais avant. Il dit, vous voulez de l'argent? Très bien, venez, venez. Vous voulez du sexe? Venez. Vous voulez faire de la musique? Vous voulez danser? Vous voulez voyager? Vous voulez... Venez, très bien. Pourquoi? C'est pas parce que le tantra est opportuniste, est une espèce de business spirituel. C'est parce que le tantra dit, et je crois que c'est incroyablement profond, en fait, tout désir, que ce soit un besoin, un instinct, un projet, une volonté, un choix, tout désir, tout élan, peu importe son contenu, est un désir de l'infini, est un désir de l'infini. Un désir, c'est quoi? C'est un mouvement infini, inépuisable, vers l'infini, au-delà de toute définition, qui dépasse, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut concevoir. Donc, il n'y a pas de désir mauvais en soi. Que ce soit le désir de s'éveiller ou le désir de faire de l'argent, à la base, à la racine, c'est-à-dire énergétiquement, là, ici et maintenant, dans le corps, c'est le même élan, c'est le même mouvement, c'est le même mouvement. L'objet change, l'incarnation de cet élan change, mais l'élan, l'énergie en elle-même est le même. Et cette énergie, c'est ce que le tantra appelle le cœur. Alors là encore, c'est pas du New Age, Mmh. c'est vraiment le cœur, parce que c'est une métaphore de, dans un organisme vivant, la vie dépend du cœur. De la même façon, tout dépend de la conscience. Et cette conscience, elle est mouvement. Et ce mouvement, c'est le désir. C'est le désir. Et tout désir, qu'il soit positif, négatif, peu importe l'étiquette qu'on lui met, ce désir, cet élan, c'est ce pur élan de se créer soi-même, c'est véritablement, comme dit un maître du tantra, c'est la pierre philosophale. C'est le joyau magique qui permet de, c'est l'arbre qui exauce les souhaits. C'est la vache d'abondance. C'est véritablement la clé de la transformation. C'est l'énergie, mais pas l'énergie dans un sens faible, l'énergie comme ça. Non, c'est vraiment l'énergie au centre de soi, l'énergie ressentie. C'est l'énergie qu'on ressent, par exemple, lorsqu'on éternue. C'est l'énergie qu'on ressent lors d'un orgasme.
c'est l'énergie qu'on ressent lors d'une très grande peur, d'une très grande joie ou de n'importe quel choc émotionnel. C'est cette énergie-là qui vous hérisse, qui vous fait sortir de vous, qui vous met hors de vous, qui vous fait sortir de vos gonds, qui vous fait dépasser vos limites, pour le meilleur ou pour le pire. Mais en tout cas, il y a cette énergie infinie, et c'est ça le centre du tantra. Et donc, c'est pour ça que, du point de vue du tantra, pourquoi s'engager sur ce chemin? Ben, au fond, ça n'a pas vraiment de sens parce que nous sommes tous déjà sur ce chemin. Mmh. Nous sommes tous déjà sur le chemin. Je vous ai dit, le tantra est très inclusif, très généreux. Et par conséquent, même la personne qui serait contre le tantra, ben, cette personne, en fait, c'est la conscience universelle qui joue à se fuir elle-même. Ok, c'est très bien. Ça fait partie de la manifestation. Ça fait partie du jeu de la conscience. Et alors vous évoquiez justement ce caractère inclusif, et le fait que même ce qui peut être contre le tantra, en fait, est inclus. Hem et vous évoquiez aussi, la question du désir qui c'est vrai, en général dans le monde «spirituel» entre guillemets, le désir, bon, ça a pas très bonne presse. Et donc il y a autre chose, donc qui participe de ça, enfin, si on rejoint cette question du désir et en allant un peu plus loin, heu, on fait quoi de l'ego dans tout ça? C'est-à-dire que le désir, c'est dans d'autres traditions, voilà, quelque chose dont on essaye un petit peu de, entre guillemets, de se débarrasser, c'est enfin de au moins de le transcender et de la même manière, l'ego, Heu et quelque chose, qui doit être, à tout le moins, vu comme une illusion. Qu'en est-il, du tantra? L'ego ne doit pas être supprimé, il doit entrer en expansion, il doit lui aussi devenir inclusif jusqu'à inclure. Parce que le problème de l'ego, c'est quand l'ego s'oppose aux autres. C'est ça qui engendre les passions destructrices. C'est ça qui engendre le conflit, la guerre, la haine. Hein, comme dit Dharmakirti, un célèbre philosophe bouddhiste, voilà, c'est à partir du moi qu'il y a la notion de l'autre, et à partir de là, il y a toutes les passions positives et négatives, attraction, aversion, qui se développent, qui prolifèrent, qui prolifèrent. Mais si, au lieu de détruire cet ego, qui est déjà une contraction en lui-même, qui est déjà une contraction, qui est déjà un geste de peur, un geste de protection. Un- L'ego n'est que contraction et défense. Si au lieu de chercher à le supprimer, je le laisse s'ouvrir, se dilater, entrer en expansion, jusqu'à inclure tout, c'est-à-dire jusqu'à se laisser submerger par un ressenti où tout est moi. Non pas mon corps, ce corps, c'est tout ce qui existe, non, mais moi, ce profond ressenti d'être, ce frémissement de pur plaisir que je ressens être mon noyau le plus profond, si je le laisse entrer en expansion, si je le laisse suivre son cours naturel, qui est l'expansion, et si je vais au-delà de la mégalomanie, jusqu'à inclure absolument tout, jusqu'au néant lui-même, eh bien alors, l'hindouisme en général, partisan de l'intuition, nous avons tous
un instinct de nous préférer nous-mêmes aux autres. Nous sommes tous égocentrés, voire égoïstes. Tous. Même une fourmi, un asticot, tout ça. Même si nous ne sommes pas que cela. Mais nous avons tous cet élan indestructible, cet amour-propre. Et le Tantra dit, et si cet élan n'était pas entièrement faux? Et si derrière cet amour de soi, il n'y avait pas un amour du soi? Au fond, peut-être que derrière ces tendances égoïstes, même les plus irrationnelles, les plus obscures, finalement, à la base, il y a peut-être, là encore, un mouvement juste. Et peut-être que ce mouvement, au lieu de chercher à le casser, on peut le laisser suivre son cours, dans une attitude libérale, disons, et laisser l'ego grandir, grandir. Parce qu'on sait que l'ego, il est souple. C'est Mmh. souple. Je peux m'identifier à mon corps, je peux m'identifier à ma famille, ma maison, ma voiture, ma bicyclette, mon téléphone, mon pays, des idées, des abstractions. Je peux m'identifier à n'importe quoi. Donc pourquoi ne pas laisser l'ego grandir? Et cette expansion peut aussi être vécue ou formulée ou exprimée comme une mort, comme une mort, comme la coquille qui se brise, ou le papillon qui arrache sa chrysalide. Ça peut être aussi une mort. Le tantra joue avec les paradoxes, joue avec le sexe et la mort, Eros et Thanatos, le début et la fin, la création et la destruction. Ça peut être, ça peut être ressenti comme une mort, cette expansion. Donc, l'ego, je dirais, est la boussole qui va nous sauver. Voilà. Au milieu de la confusion, il y a cette boussole. Et c'est pour ça que le plus grand mantra, c'est Aham, je. Parce que c'est par ce mantra que les énergies reviennent à la source, et en revenant à la source, elles entrent en expansion. Et ça m'évoque une acceptation, radicale en fait de entre guillemets «de soi», que ce soit, avec un petit S ou un grand S, puisque c'est vrai qu'on a souvent tendance à plutôt, vouloir rejeter, ce qui fait quand même pas très spirituel, la colère, la peur, des choses, voilà, que parfois on préfère mettre sous le tapis pour paraître plus spirituel. Mais là, c'est une posture qui est vraiment, ouais, dans l'acceptation totale. C'est vrai, c'est vrai. Attention toutefois, ça ne veut pas dire que je dois me résigner à ma médiocrité. Ça ne veut pas dire que je dois me résigner à la laideur, à la bassesse, à la mesquinerie, non. Ça ne veut pas dire non plus que je suis appelé à laisser libre carrière à mes pulsions les plus destructrices pour les autres, Mmh. ou pour moi d'ailleurs. Euh, Ça ne veut pas dire non plus que je dois régresser dans un état infantile. Mmh. J'ai dit, ah, c'est moi, il n'y a que moi. Et ça, ce serait pathologique. C'est ce qu'on voit parfois dans le néo-tantra, mais aussi dans le tantra traditionnel. Il ne faut pas croire que le tantra traditionnel, c'était tout blanc, tout brillant. On a énormément de critiques. Hein, on sait qu'à l'époque, c'était pas tout rose. Donc, il ne s'agit pas de régresser dans un état infantile où je suis le centre du monde non. Ça, c'est la tentation de l'inversion, c'est-à-dire de mettre le divin, de mettre l'énergie au service de mon individualité. Et donc ça, c'est vraiment l'illusion fondamentale et ça, c'est terrible. Car ce que propose le Tantra, c'est quand même beaucoup plus radical que ça.
c'est de mettre mon individualité au service de plus grand que moi, au service de plus grand que moi. Donc c'est une expansion dans laquelle moi, en tant qu'individu, je suis appelé à mourir tel que je me connais. Il y a quand même, il y a quand même des morts répétées, des dissolutions, suivies de recréation. Il y a toujours une individualité, mais entre la chenille et le papillon, il y a quand même une transformation. Il y a quand même une transformation. Donc voilà, c'est l'acceptation, mais l'acceptation dans la transmutation et dans le don de soi. Dans le don de soi, puisque les autres, c'est moi, Mmh. puisque tout est moi. Donc, je ne peux être que dans le don. Et, euh, et ça se manifeste dans un domaine où le tantra s'est clairement manifesté, contrairement à d'autres traditions spirituelles. Et ce domaine, c'est l'art. Mmh. Ça, c'est très, très important. C'est l'art, c'est l'expression. L'art, c'est justement le genre d'activité où je peux euh, exprimer l'unité dans la dualité, où je peux mettre en pratique la théorie, où je peux expérimenter mes intuitions, mes ressentis profonds, euh, dans un espace de jeu et de sécurité où voilà, je ne vais pas blesser les autres. Et je vais créer de la beauté, je vais créer du sens, je vais incarner ce qui est au-delà de toute forme à travers les formes, je vais exprimer ce qui est au-delà des mots à travers des mots, etc., etc. Et donc c'est pour ça, et ça n'est pas un hasard, si le tantra a été si créatif au niveau de l'art. Ça n'est pas un hasard si les plus grands maîtres du tantra ont été aussi en Inde les plus grands, maîtres du théâtre, de la musique, de la danse et de la poésie. Donc l'art, c'est très très important parce que c'est la pratique qui permet d'incarner, Mmh. qui permet d'incarner ce qui est au-delà de toute incarnation. Tu as évoqué à plusieurs reprises la question de l'autre, notamment, parce que c'est vrai que bon, on dit que tout est conscience, et c'est vrai qu'on pourrait se retrouver dans une position, d'être, dans une position solipsiste. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, Si, c'est ça. voilà, d'être, finalement, Il n'y a que moi. le seul individu, hein. Il n'y a que moi. Et voilà, et donc cette question de l'autre, je trouve que enfin, j'ai l'impression elle est bien abordée, en tout cas dans le tantra. C'est vrai que dans d'autres traditions, on peut se poser la question de, est-ce que c'est pas, une exacerbation justement de l'individualité qui se retrouve seul face à lui-même? Et je ne parle pas de la conscience, mais là vraiment de l'individu, hein, qui à force de se dire: je suis Dieu» ou «Je suis le seul», enfin ça peut être dangereux. Donc qu'est-ce que tu pourrais, dire, sur ce point? Alors juste, hein, je suis passé du vouvoiement au tutoiement, je m'en rends compte. Et Non, mais c'est normal, ça fait partie du mouvement universel inévitable. Euh, euh, le tantra considère que, non, il ne considère pas, c'est l'expression d'une intuition universelle, en fait, selon laquelle les choses sont la manifestation du divin. Les choses sont la manifestation du divin. Mais cette notion de manifestation, elle est ambivalente, elle est ambiguë, parce que une manifestation, ça peut manifester, mais ça peut aussi cacher.
Quand je m'habille, par exemple, ça peut servir à exprimer ma personnalité, ça peut aussi servir à la cacher. C'est ambivalent, soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que je peux me cacher en me manifestant. Je peux aussi me manifester en me cachant. Bon. Et le tantra euh, joue à fond de tout ça. Seulement, le tantra considère que la manifestation vraiment manifeste le divin plus qu'elle ne le cache, plus qu'elle ne le cache. Et en particulier, peut-être un peu plus dans les corps vivants, dans les corps vivants. Et peut-être encore un peu plus dans ce qu'on appelle le visage, et en particulier le regard, et en particulier la parole. La parole au sens large, ça veut dire la parole avec la bouche, mais aussi avec les mains, les yeux, les expressions, le corps non verbal. Et tout ça, on pourrait dire, oui, mais ce sont des manifestations de la conscience. Non, c'est la conscience elle-même. C'est-à-dire que la conscience ne se réduit pas à telle ou telle manifestation, mais telle ou telle manifestation, même particulière, ton visage, mon visage, c'est la conscience. C'est la conscience. Parce qu'il y a une configuration particulière qui fait que quand on regarde le visage de quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher d'être troublé. Et selon le tantra, si on est troublé, c'est parce que on ressent confusément, mais on ressent que là, ce corps que je vois n'est pas simplement un corps, que c'est la conscience. Ce que je ressens profondément quand je regarde quelqu'un, c'est que ma conscience ici, la conscience là-bas, c'est la même conscience. D'une manière que je ne peux pas m'expliquer, à laquelle je ne pense même pas clairement. Mais c'est ça que je ressens confusément. Et c'est ça aussi la base de l'amour, la base de la pitié, la base de la compassion. C'est la base de la relation. Et c'est aussi la raison d'être de l'art. C'est être ensemble dans cette communion. Et c'est pour ça que le tantra met beaucoup l'accent sur la fête, le festival, la rencontre. Même si le tantra, c'est aussi beaucoup une pratique privée, mais privée plutôt pour des raisons de protection. Et dès que, à chaque fois que le tantra a pu, le tantra est devenu collectif et a un sens très important de la célébration, de la célébration, de la célébration. Et donc, dans le tantra, il y a toujours de la nourriture, de la boisson, Mmh. par exemple. Le sens du banquet. Alors, on est ensemble, on communie, on est ensemble autrement. On n'est pas ensemble parce qu'on pense la même chose, parce qu'on fait la même chose. On est ensemble parce qu'on communie dans cette intuition et la nourriture et la boisson vont nous aider à communier. Donc, vous voyez, le tantra, il va vraiment dans le sens du bon sens. Tout le monde sait que quand on veut être ensemble bien, on ouvre un bon vin, on boit un petit verre, on est détendu, et voilà, ça passe mieux, ça devient plus fluide, et voilà. Eh ben, c'est ça le tantra. Rien de, c'est pas contre-intuitif. Il y a un terme qui a été très peu abordé, alors je m'attache beaucoup aux mots, hein, mais il y a un terme qui a été très peu abordé, depuis le début de cette discussion, c'est le terme éveil. Tu as dû le citer une ou 2 fois, ce qui, est suffisamment peu pour le signaler. Est-ce qu'il y a cette notion d'éveil dans le tantra et si oui, heu, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que c'est? L'éveil, c'est le fait de se réveiller. Par exemple, j'étais en train de dormir et tout d'un coup, hop, j'ouvrais les yeux parce que j'ai entendu un bruit ou simplement, c'est le moment de me réveiller. Donc l'éveil, c'est une ouverture.
Et une ouverture, c'est un agrandissement, c'est une dilatation. C'est le regard qui s'ouvre et qui accueille, qui accueille des formes, qui devient plus vaste, qui augmente sa capacité. Donc l'éveil, c'est une expansion. L'éveil, c'est une expansion. Et donc l'expansion de conscience, la dilatation, vikas, l'expansion dont parle le Tantra, c'est l'éveil. C'est l'éveil. L'éveil, c'est simplement l'éclosion, l'expansion. Ce sont les mots hein, qu'utilise le Tantra. Par exemple, il y a un mot, unmesha, qui veut dire à la fois ouverture des yeux et éclosion de la fleur. Donc c'est vraiment l'éclosion. Et unmesha, c'est vraiment, voilà, je suis comme ça, je sais pas, en train de regarder un truc, et tout d'un coup, pouf, il y a un bruit, ou il y a une présence qui a comme une cloche qui se met à vibrer, et je suis arraché à cette chose à laquelle j'étais un peu collé, comme ça, sur laquelle j'étais un peu contracté, et tout d'un coup, pouf, et comme avec un bol tibétain. Mmh. Et tout d'un coup, il y a une espèce, comme comme quand on jette un caillou dans l'eau. Il y a il y a une onde circulaire qui entre en expansion. Et avant que ça se referme, par habitude, euh, eh bien, il y a ce moment d'expansion, de pure fraîcheur, de pure présence. Et ça, c'est l'éveil, selon le Tantra. Mmh. Et est-ce qu'il y a un moment où, à force d'entraînement ou, de pratique, on arrive à un point où cette acceptation, radicale ou cette, ouverture, cette dilatation, est constante? Et ce qu'il y a derrière cette question, c'est est-ce qu'il y a un moment où on arrive à, une paix, imperturbable? Ou un état, où il y a plus de rejet, en fait? Un état d'expansion où il n'y a plus de contraction possible. Oui. Alors, petit point historique, pour celles et ceux qui ne sont pas trop familiers de l'Inde. En Inde, il y avait l'idéal de libération, se libérer du cycle des réincarnations. Mais dans la plupart des traditions, cette libération a lieu après la mort ou au moment de la mort. Et le Tantra a été le premier à dire que non, on peut atteindre cette même libération tout en étant incarné, tout en étant incarné. Ce qu'on appelle mukti, la libération, mais jivan, tout en étant en vie, Mmh. c'est-à-dire incarné dans un corps. Et ça, c'est vraiment le Tantra qui a le premier exploré cet idéal paradoxal d'être en expansion dans une incarnation qui est contraction. Et donc, c'est ça l'éveil, l'éveil permanent et définitif, c'est quand l'expansion prend le dessus sur la contraction, et donc il y a toujours de la contraction, parce que ça fait partie de Mmh. la vie, ça fait partie des cycles, ça fait partie des mouvements du cœur hein, qui bat, qui donc se contracte. Il y a toujours des contractions, mais l'expansion prend le dessus. Et donc, ça, oui, il y a même des moments comme ça qui se basculent, parce que, des moments, pardon, de bascule qui vont aller en se répétant, parce que le Tantra considère que le chemin intérieur, la progression, si on veut, elle suit un schéma fractal. C'est-à-dire qu'il y a des petits cycles d'éveil et puis à nouveau contraction. Et puis après, il y a des cycles plus vastes qui contiennent ces cycles plus petits et que ces cycles plus vastes sont eux-mêmes contenus dans des cycles encore plus vastes et que tout ça est contenu dans le grand cycle primordial de la contraction et de l'expansion. Et donc, euh, et donc, oui, il y a un éveil définitif au sens où il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui ne signifie pas que la progression s'arrête. Mmh. Parce qu'au fond, dans l'infini, il n'y a pas de raison que la progression s'arrête. Dans l'infini, il n'y a pas de fin. Tu vois, c'est comme Mmh. une pierre qui est jetée dans l'océan.
quand elle tombe, bah, si l'océan n'a pas de fond, ok, elle est dans l'océan, mais elle va continuer à tomber quand même. Et de même, là, l'incarnation, l'incarnation va continuer à évoluer. Même si j'ai atteint l'éveil, même si j'ai atteint cette expansion sans retour, eh bien, l'incarnation, avec ses contractions, va continuer à évoluer. Et donc, on peut quand même parler d'un progrès moral, d'un progrès Mmh. politique. Il y a quand même une histoire possible, même si le tantra historiquement n'a pas tellement parlé d'histoire. Il a plutôt parlé de cycle. Mais en tout cas, il y a un basculement et il y a un éveil définitif. Mais cet éveil définitif, attention, ça ne veut pas dire, je le répète, faut être bien clair, ça ne veut pas dire que toutes les douleurs disparaissent, ça ne veut pas dire que toutes les contractions disparaissent, ça ne veut pas dire que les infirmités disparaissent. Si tu as 10 doigts, tu auras toujours 10 doigts, il n'y a pas des ailes qui vont te pousser, etc., etc. Et cette question de l'éveil, définitif me me conduit à une autre question, en fait. Comment, ne pas se fourvoyer, en fait? C'est très facile d'avoir une expérience et de se dire: «Bon, ça y est, voilà, je suis, parvenu à une ouverture complète et définitive», et et ce qui serait lié à ça, est-ce qu'il faudrait, être accompagné, en fait, pour, pour ne pas, se retrouver dans peut-être des errements ou se bercer d'illusions? Alors, à un premier niveau, oui, il faut être accompagné. C'est à cela que sert la tradition. Quand je me replie dans mes schémas habituels, je retombe dans mes vieilles habitudes, la tradition est là pour, comme une bouée de sauvetage, comme un repère, comme un phare dans la tempête, pour me rappeler à l'essentiel, pour me rappeler à l'essentiel. Et ça, c'est un premier niveau, c'est un niveau important. Mmh. Et la tradition joue son maître parce que la tradition, elle va au-delà de la personne du maître, surtout dans le tantra. Le tantra considère que la tradition est plus importante quelque part que le maître. Bon, même s'il peut y avoir des tensions, parce que le tantra, c'est pas un bloc unanime, hein, évidemment, il peut y avoir des nuances. Euh, mais plus profondément, c'est la vie, enfin, c'est la suite de l'expérience, la suite de la vie, qui va nous indiquer si on est dans l'illusion ou pas. En ce qui me concerne, la vie me rappelle chaque jour combien je tombe facilement dans l'illusion. Même si je ne vais pas forcément me dire mentalement, ah, j'ai atteint l'éveil, etc., etc. Mais il n'empêche que, pour ma part, en tout cas, je me fais souvent des illusions. Euh, et tout simplement, la vie me réveille. Si je me crois éveillé, eh ben non, la vie me réveille. Et souvent, me réveille par la douleur. Me réveille par la douleur. Enfin, il n'y a rien de tel que la souffrance pour réveiller. Mais je crois que ces questions, finalement, ne sont pas les plus profondes parce que, si vous voulez, le problème, il est dans la question. Le présupposé de cette question, c'est que l'éveil donne un pouvoir, donne une autorité, donne un statut. Euh, voilà, donc, et effectivement, dans le tantra, il y a ce risque, parce que le tantra met l'accent sur le mouvement, l'énergie, le pouvoir, la shakti, la puissance. Et on sait que historiquement, le tantra a souvent été lié à des structures politiques. Et donc ça, c'est un vrai danger. Mais je pense que le tantra continue à évoluer et qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés libérales, en tout cas fondées sur ce qu'on appelle les libertés politiques, liberté de s'exprimer, une relative égalité, chacun peut dire ce qu'il veut sur, sur Internet. Et du coup,
il me semble que ce statut de l'éveil, éveil égale autorité, Mmh. je suis éveillé, donc je suis le roi, prosternez-vous. Euh, cette vision-là, elle est appelée à disparaître. L'éveil, j'ai envie de dire, ne donne aucun droit et peut-être seulement des devoirs. Mmh. Voilà. Imaginons que, un une personne vienne vous voir et vous demande, voilà, c'est une voie qui m'intéresse, mais je ne sais pas par où commencer. Quel serait le premier conseil, je ne sais pas si c'est une ressource ou un stage à faire? Qu'est-ce que vous diriez en première intention à cette personne, qui viendrait vous voir? Je l'écouterai dans sa différence. Que chaque personne est unique. Et le point de départ, c'est vraiment la situation de départ. Donc, c'est vraiment important si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un tempérament plutôt introverti, plutôt extraverti, plutôt intellectuel, plutôt intuitif, plutôt ingénieur, plutôt artiste. Voilà, c'est vraiment très différent. Et puis, des gens selon leur passé, selon leurs problématiques, selon ce qui les intéresse, est-ce qu'ils sont vraiment très intéressés par la réussite sociale, par l'apparence, par le pouvoir, par l'argent, ou pas du tout. Et finalement, du coup, je ne sais pas ce que je répondrais, parce que c'est un peu comme un miroir. Voilà, je ne sais pas la personne qui va se mettre en face du miroir, donc je ne sais pas ce qui va être reflété. Je ne Mmh. sais pas ce qui va rebondir. Euh, Cela étant, parce que les gens sont tellement différents, ce qui éveille les uns dégoûte les autres. Mmh. Donc, et peut-être à un moment charmé par quelque chose et dégoûté par la même chose le jour d'après. Donc, j'ai envie de dire que peut-être le plus important, c'est simplement de se poser et de sentir. Je crois qu'au fond, il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est une pratique qui contient toutes les pratiques. Mmh. Et tout va, tout va se dérouler. Tout va se dérouler. C'est déjà une belle pratique. Hem, est-ce que alors on arrive, à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous auriez aimé répondre, ou à laquelle tu aurais aimé répondre et que je n'aurais pas posée? Peut-être la question du tantra aujourd'hui, peut-être un peu plus par rapport au... Je crois il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui croient que le tantra, c'est le néo-tantra, parce qu'en fait, ils ne connaissent que le néo-tantra, mais ils savent pas que c'est du néo-tantra. Mmh mh. Donc, je voudrais simplement dire, avec tout le respect dû, et vraiment sans aucun esprit de dénigrement, que le tantra, c'est pas la même chose que le néo-tantra, même s'il y a des points communs. Mais ce sont vraiment des pratiques et des théories, parce qu'il y a des théories du néo-tantra, ce sont des théories différentes, des sources d'inspiration différentes. Donc, simplement, je voudrais inviter les gens, je ne veux persuader personne, mais simplement inviter les gens à considérer que le tantra pourrait être différent du néo-tantra.
Alors juste pour Si la déjà précision, c'est quoi le néo-tantra? Parce que moi je ne connais pas. le néo-tantra, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tantra, D'accord, tout simplement. C'est-à-dire, c'est 99% de ce qu'offre le marché en termes de tantra aujourd'hui. Et je voudrais simplement inviter les gens à considérer que ça peut être autre chose. Voilà, c'est tout. Qu'il y a peut-être une place pour autre chose, qui va pas forcément être euh, contradictoire ou qui va pas forcément détruire le tantra, le néo-tantra, mais qui est juste différent et juste respecter qu'il y a aussi des traditions, que ça existe et que voilà, on va pas simplement aller piller les choses pour prendre ce qui nous intéresse, bien que nous sommes aussi appelés à faire preuve de discernement, c'est normal. Mais bon, juste accepter qu'il existe des traditions. Voilà, c'est tout. et ce sera entendu, je pense. Est-ce que vous avez, des événements, à venir ou des conférences particulières, des retraites? Là, c'est on rentre un petit peu dans la période des retraites, enfin, où il y a plus de retraites. Là, on est au mois d'avril, donc est-ce que vous avez des choses à venir? Ben oui, en mai, fais ce qu'il te plaît. Mmh. Donc, il y a une retraite en mai dans les Bouches-du-Rhône. Il y en a une autre en Ardèche fin mai. Il y en a une à Paris avec un de mes maîtres que je fais venir donc à Paris, près de Notre-Dame. Ça va être très très sympa. Et puis voilà. Et pour celles et ceux qui veulent des détails, eh bien ils peuvent aller sur mon site, sur la page rencontre, où ils trouveront les informations. Voilà. Super. Bah, je te remercie pour ce temps que tu as bien voulu, m'accorder et pour ces réponses. Je te souhaite, une bonne journée et puis un bon dimanche, puisqu'on est dimanche, voilà. Je sais que sur Merci internet, beaucoup. ça n'a pas beaucoup de valeur, mais j'aime bien me dire quel jour on est. Bon, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je te souhaite, une bonne journée et bien évidemment, je te dirai quand ce sera en ligne, normalement dans 2 ou 3 semaines, selon mon calendrier, je t'adresserai le lien. Voilà. D'accord, ça marche. C'est moi Merci. qui te remercie. Très Très bonne belle journée journée, au à revoir. toi. Au Au revoir. revoir.